Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cet atelier sur le plan d'épargne retraite. Donc le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est centré sur la fiscalité. En effet, Annie Cohen et moi avions interrogé quelques-uns d'entre vous et il était apparu qu'il y avait 3 séries de questions qui vous intéressaient plus particulièrement. Alors, il y avait la question des transferts, la question de la fiscalité à la sortie et la question de la transmission. Donc, nous avons le plaisir ce matin d'avoir avec nous 3 intervenants que je vais vous présenter. Donc, à ma gauche, Guillaume Rosenwald, directeur général épargne retraite du groupe MACSF. À côté de lui, Samy Berial, qui est responsable des produits d'épargne retraite à la MACSF. Et au bout de la table, François Burrière, qui lui est responsable de l'animation du réseau des conseillers et des experts patrimoniaux au sein du groupe MACSF. Donc tout de suite, je vais donner la parole à Guillaume Rosenwald pour nous introduire le sujet et nous donner quelques chiffres sur cette activité d'épargne retraite. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Oui, quelques mots d'introduction et puis quelques précisions. Donc, déjà, nous allons parler du père individuel. Donc, la CSF est un acteur, vous allez le voir, assez important finalement du père individuel. Et les chiffres que je vais vous donner vont concerner le père individuel et je vais m'appliquer à vous donner vraiment des chiffres par rapport au succès de ce produit. Parce qu'apparaissent enfin, il y a souvent confusion avec tout ce qui est diffusé comme produit par la Fédération française de l'assurance, enfin par France Assureur, en coordination avec les autres organismes professionnels qui sont sur le produit PER. Il y a souvent diffusé des chiffres très globaux avec l'ensemble des pairs individuels, pairs obligatoires, même pairs co, etc. Et souvent des chiffres avec non seulement vraiment les affaires nouvelles et leur encours, mais aussi l'ensemble des transferts. Et l'ensemble des transferts noie complètement la bonne analyse par rapport au vrai succès de ce produit, parce que quand une société transfère globalement des pairs obligatoires, c'est dans les articles 83, ça fait tout de suite des centaines de millions d'euros qui apparaissent sur le produit pair. Donc les chiffres que vous avez là sont vraiment les chiffres issus des affaires nouvelles du père individuel. Et donc la MACSF, vous le savez, a été un des premiers acteurs qui a lancé son père individuel, donc pas dès le mois d'octobre 2019, mais dès début novembre 2019. Donc ça fait maintenant de 2 ans et 4 mois, ce qui nous donne maintenant une bonne visibilité, une bonne expérience à la fois, je dirais, sur le marché, sur la vision économique du marché, et puis bien sûr une bonne expérience sur les problématiques pratiques que pose ce produit, les questions que cela pose, qui est le sujet principal de l'atelier. Donc vous voyez que le père individuel, c'est un vrai succès. Vous voyez que les assureurs sont très largement le principal acteur. Donc là, vous avez les chiffres de l'ensemble du marché à fin 2020, à septembre 2021, et les chiffres des assureurs et de la MACSF au 31 décembre 2021. Donc vous voyez qu'il y a plus d'1 million de souscripteurs de pairs individuels sur l'ensemble du marché, ce qui est vraiment remarquable. À la MACSF, nous avons plus de 44 000 souscripteurs. Et donc, en termes de nombre de contrats, vous voyez qu'on est supérieur à 4% de part de marché à la MACSF, ce qui est vraiment un grand succès pour nous. La part de marché habituelle de la MACSF tourne aux alentours de 1%, ou 1,5% suivant le type de produit, en parlant bien sûr des produits ouverts je ne parle
pas des produits spécifiques aux professionnels de santé, je parle des produits, des produits ouverts à toute la population. Alors là, en termes d'euros, donc la croissance est là aussi très très important. Et vous voyez que rien qu'au niveau des assureurs, il y a maintenant plus de 9 milliards d'euros en encours issus des affaires nouvelles, hein, j'insiste, sur le pair individuel. Donc c'est un véritable succès. Donc à la MACSF, on est quasiment, on a dû dépasser là maintenant 2 mois après les 700 millions d'euros sur ce nouveau produit, vraiment et sans compter la plupart enfin sans compter les transferts. Et donc vous voyez que notre part de marché en termes d'encours, et ça vous ne serez pas surpris, est supérieure par rapport, on a toujours des encours des adhérents, des sociétaires qui cotisent plus. Donc on a grosso modo 7% de part de marché en termes d'encours sur le pair individuel. Donc c'est un véritable changement de dimension pour nous par rapport aux anciens produits de retraite individuelle, de retraite supplémentaire individuelle. On a souscrit en 2 ans plus de paires individuelles que de Madelin en 25 ans. En fait. Donc c'est un véritable succès. Et dès maintenant, l'encours de paires individuelles Reste Retraite, donc notre produit, représente plus du tiers des encours de retraite individuelle, alors que nous n'avons pas de politique systématique de transfert. Notre politique, vous le verrez, est vraiment une politique de conseil individuel quant à l'opportunité de transférer d'un ancien produit au nouveau. Alors là, ce que l'on constate avec ces 2 ans d'expérience, c'est qu'on a une vraie complémentarité qui s'installe avec l'assurance vie. Donc, j'ai mis les chiffres 2021 et les chiffres 2019 directement. J'ai préféré ne pas mettre l'année 2020, qui, vous le savez, est totalement exceptionnelle. Et donc, vous voyez que sur l'assurance vie, à la MACSF, on a eu une hausse de 15% de notre collecte brute entre 2019 et 2021. Et en retraite supplémentaire, même si les chiffres sont plus modestes, une hausse de 48%. Donc, c'est pas la retraite supplémentaire qui porte toute la croissance de notre activité, mais elle emporte une part maintenant non négligeable, ce qui n'était clairement pas le cas dans le passé. Autre sujet important, la sortie en capital qui fait il ne faut pas s'en cacher, le succès de ce produit. C'est ce qui a débloqué avec l'avantage fiscal à l'entrée les souscriptions. Donc, nous constatons sur 2020 et 2021 une part de sortie en capital sur le produit pair individuel isolé qui dépasse les 95%. Donc, c'est extrêmement important. Alors, bien sûr, c'est peut-être un tout petit peu boosté parce qu'il y a tous ceux qui sont passés par le pair individuel en venant d'un PERP ou d'un Madelin pour pouvoir sortir en capital, mais ça donne quand même un ordre de grandeur impressionnant. Et sur l'ensemble de nos produits Madelin plus pair individuel, on a aujourd'hui en nombre plus de 50% des dénouements qui sont réalisés avec une part de capital. Donc c'est vraiment le chiffre important parce qu'il faut prendre l'ensemble, parce que ceux qui veulent sortir en rente restent sur le Madelin dans la plupart des cas, et ceux qui veulent une sortie partielle en capital passent sur notre pair individuel. En termes de montant, on est même aux alentours de 60% de sortie en capital actuellement sur l'ensemble des produits de retraite individuelle. Donc ça a un enjeu très pratique. Il y en a vraiment besoin d'un conseil fiscal et patrimonial pour accompagner cette sortie en capital et pour aider les adhérents à bien utiliser, à bien sortir cet argent dans les bonnes conditions et puis à bien l'utiliser. Et ensuite, mais ça c'est peut-être le sujet, c'est un sujet beaucoup plus technique. Ça va avoir une importance sur la gestion active-passif de
de la retraite supplémentaire qui se retrouvent isolés par le cantonnement de retraite à la fin de l'année. Alors, Séverine, on prend des questions maintenant ou il y en a... Non, après, d'accord. Ok, voilà, je laisse la parole à Samy. Bonjour à tous et à tous. Donc, effectivement, comme vient de le dire Guillaume, le PER est un produit à succès et légitimement se pose la question pour nos sociétaires de se dire est-ce que finalement mes anciens contrats, PERP ou Madelin que vous connaissez bien, sont encore utiles? Est-ce que finalement il ne faudrait pas tout transférer, alors le titre est volontairement provocateur, sur ce nouveau contrat PER? On va regarder ensemble un petit peu la démarche qu'il faut avoir par rapport à cette question. Parce qu'à la MACSF, on a pris le parti de se dire qu'effectivement, c'était un moment clé, cette question, parce qu'on va le voir ensemble, il y a une démarche à avoir pour décider ou pas de transférer. Mais avant de décider ou pas, enfin de se poser les questions de la méthodologie pour transférer, encore faut-il faire un petit rappel sur les différences entre les produits PERP Madelin et le produit PER pour véritablement avoir en tête les différences pour avoir les éléments nécessaires pour choisir. On verra bien sûr également quelques illustrations parce que finalement, avec les cas concrets, c'est beaucoup plus parlant. Et à la fin, je terminerai en vous présentant une proposition d'aide à la décision. Alors, ce n'est pas exhaustif. L'idée, c'est vraiment une trame. Il y a d'autres cas, je vous en parlerai aussi un petit peu, pour décider ou pas de tout transférer ou pas sur le contrat PER. Alors, pour faire court, parce que c'est des choses qui sont assez connues sur les différences entre le PERP, Madelin et le PER, je retiendrai 4 idées principales par rapport à ce nouveau produit et de différence. Et c'est autour de la notion de liberté. Le PER, c'est un produit qui ajoute de la liberté parce que vous allez avoir de la liberté au niveau de 4 éléments sur les versements, puisque, rappelez-vous, sur le contrat Madelin, il y avait une obligation de versement annuel, ce qui n'est pas toujours adapté à la situation des professionnels, travailleurs non salariés, qui ont des variations dans leurs revenus. Donc là, avec le PER, aujourd'hui, vous avez une totale liberté de versement, donc première liberté. Deuxième liberté, vous avez des prestations qui sont à la carte. Vous pouvez sortir en capital, vous pouvez sortir en rente, vous pouvez mixer les deux, ce qui n'était pas possible avant avec le contrat Madelin, puisque vous n'aviez qu'une rente. Et sur le contrat PERP, c'était limité à 20% en capital. Vous avez, troisième liberté, des cas de sortie qui sont avant la retraite et qui sont un peu exceptionnels, qui ont été rajoutés. C'est pour l'acquisition de la résidence principale. Donc ça, c'est assez étonnant, mais on peut sortir pour financer sa résidence principale avec le PER. C'était possible sur le PER, mais uniquement, et ça on l'oublie, à la retraite. Et si en plus c'était votre première acquisition de résidence principale, ce qui sous-entendait que vous n'en aviez pas 2 ans auparavant. Donc vous voyez, encore plus de liberté. Et le quatrième, je dirais c'est moins impactant, mais c'est plus de cas de sortie dans des situations, des coups durs qu'on appelle, notamment avec l'ajout pour les invalidités des enfants et pour des hypothèses de cessation de droit au chômage. Donc c'est beaucoup plus exceptionnel, mais on voit bien la volonté qui est de donner plus de liberté avec ce produit et qui peut expliquer effectivement aussi tout son succès, comme le disait Guillaume, et l'idée de se dire est-ce qu'on peut transférer ou pas. Alors, à la MACSF, donc, comme je vous disais, la méthodologie qu'on met en place lorsque la question se pose de transférer, c'est une méthode en 3 étapes. 3 étapes qui sont absolument nécessaires, qui sont tout d'abord de partir des besoins de nos sociétaires, donc avec un questionnement sur les besoins. Après, il y a une analyse sur les contrats à disposition et leurs caractéristiques. Et enfin, il y a aussi la partie fiscale qui est absolument importante, puisqu'on le verra ensemble, sur les conséquences de ce choix. Dans la partie des besoins, la question principale qui va être posée, c'est finalement, est-ce qu'à votre retraite, vous aurez besoin d'un capital en une seule fois, fractionné, ou est-ce que vous aurez besoin d'une rente avec un revenu garanti viager à vie? Donc ça, cette question, elle est absolument structurante puisqu'elle va déterminer si finalement le produit à la sortie correspondra ou pas à vos besoins. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les contrats, les caractéristiques des contrats. Alors, je ne pourrais pas vous faire toutes les caractéristiques de tous les contrats de la place. Déjà, je ne les connais peut-être pas tous. Mais c'est surtout que c'est là où il y a une vraie analyse, un audit des contrats à disposition. Vous pouvez, par exemple, avoir dans des anciens contrats Madelin des garanties de table de mortalité qui vont produire des rentes beaucoup plus importantes
que des contrats pairs que vous souscrirez aujourd'hui. Donc, si vous transférez, forcément, ça va avoir des conséquences sur la rente que vous allez percevoir. La troisième chose à avoir en tête, c'est l'incidence fiscale. Je vous en parlerai un petit peu, mais je vous l'annonce un petit peu. Mais par exemple, vous avez des sorties qui ont des taux de prélèvement forfaitaires applicables, par exemple 7,5, qui sont à comparer avec des sorties qui sont imposées à votre tranche marginale d'imposition, qui peuvent être 30, 41, 45%. Donc ça vaut le coup de regarder, selon les contrats, selon les caractéristiques, quel contrat est le plus adapté. L'idée que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'effectivement, le transfert, ce n'est pas automatique, comme le disait Guillaume. C'est vrai que ça peut être facilitant parce que c'est un produit nouveau, ça attire. Les sociétaires nous disent c'est le dernier produit, donc forcément, il est mieux. Donc attention, et on va le voir dans les exemples, ce n'est pas forcément automatique. Le premier exemple que je vous propose, c'est une sociétaire qui a 59 ans, qui a un contrat Madelin de 30 000 euros, qu'il a souscrit en 2018, pardon, et qui vient nous voir pour améliorer sa retraite et se dire finalement, je pense prendre ma retraite dans 6 ans, il faudrait peut-être que j'accélère un petit peu mon épargne. Elle se dit qu'à sa retraite, elle va s'installer, elle aura besoin d'un capital. Bon, elle se dit avec 30 000 euros, je pense que je pourrai aménager la maison que j'ai prévue en Bretagne et je veux compléter avec un revenu garanti à vie parce que je ne veux pas y penser, je veux être sûr d'avoir cette source de revenus qui soit systématique. Donc elle vient nous voir, elle dit vous m'avez parlé du nouveau père retraite, est-ce que finalement je dois transférer mon épargne sur ce nouveau contrat? Donc là, dans la démarche de conseil, je vous dis 3 étapes qu'on avait dit, les besoins, les caractéristiques du contrat et la fiscalité. Le besoin de madame, c'est d'avoir à la fois du capital et de la rente. Donc là, théoriquement, le fait de transférer sur un père, ça répondra à son besoin, puisque finalement, avec le père, vous avez la possibilité d'avoir du capital et de la rente. En revanche, la vraie question à se poser, c'est est-ce que cette préconisation, est-ce que ce conseil ou cette transformation est optimale pour Madame Martin? Et là, ce qu'on va dire à Madame Martin, c'est que, écoutez, vous avez de la chance, il existe un cas de sortie sous forme de capital, y compris pour le Madelin et le PERP, lorsque la rente qu'on va vous verser, elle est trop faible et qu'elle serait trop coûteuse à mettre en place. Donc cette rente, le montant qui est prévu, c'est 100 euros par mois. Il se trouve que pour une personne à 65 ans à la retraite, c'est un capital constitutif de 35 000 euros. Là, ça tombe très bien. Madame Martin, avec son contrat Madelin, pourrait théoriquement donc sortir en capital sous arrérage unique. Donc ça répondrait à son besoin. Et on va voir aussi que ça répond à son besoin d'un point de vue fiscal. D'un point de vue fiscal, ce qu'on va voir, alors je vais vous passer rapidement l'exemple, mais on va partir du principe qu'elle a un arrérage de 33 000 euros. Donc elle est sur son contrat Madelin. Elle va avoir des prélèvements sociaux. Ils sont au taux de 9,1% sur cet arrérage unique, 3 000 euros. Elle a l'option pour le PFL dont je vous parlais à 7,5%. Vous voyez tout de suite l'effet intéressant. Et après un abattement de 10%. C'est-à-dire non seulement on va diminuer l'assiette d'imposition de 33 000 à 32 000, mais en plus on va appliquer un taux d'imposition faible, 7,5%, soit 2200. Alors excusez-moi, de loin je ne vois pas très bien, 2200 et quelques euros. Donc le net qu'elle va percevoir, c'est 27 769 euros. Si elle avait suivi un petit peu la facilité de dire finalement votre solution, je peux faire le capital et la rente et je transfère sur le père, eh bien, elle aurait dû payer de l'impôt sur le revenu. On va prendre pour hypothèse qu'elle est à 30% d'imposition, puisqu'à la retraite, on a une chute des revenus. Elle va avoir, sur les intérêts qu'elle aura perçus, un PFU total de 30% aussi. On va dire qu'au global, l'imposition qu'elle va avoir, intérêt ou versement, va être de 30%, soit 9 900 euros. Donc en net perçu, elle va toucher 23 100 euros. Ce qui fait au total qu'elle va percevoir 4 669 euros de moins sur un capital de 33 000 euros si elle fait un transfert sur le père. Donc on le voit ici, l'économie, alors ça doit faire à peu près 13,5%, c'est pas négligeable sur un capital qui devait lui servir pour s'installer. Donc les conseils pour Mme Martin, bien sûr, c'est de conserver son contrat Madelin, d'ouvrir un contrat père puisqu'elle nous a dit qu'elle voulait accélérer son effort d'épargne pour avoir une rente à sa retraite, et de déterminer, bien sûr, l'effort d'épargne qu'il faut qu'elle mette en place pour arriver à la rente qu'elle souhaite. Au niveau de deuxième exemple,
Là, je vais prendre un monsieur, puisque je vais commencer par une dame. Monsieur Martin, 59 ans, qui a un contrat Madelin de 140 000 euros, qui l'a souscrit en 2008. Lui, son besoin est différent. Il préférerait avoir une rente viagère uniquement. Et donc, du coup, il souhaite savoir si le contrat Madelin, comme tout le monde, il doit le transférer, puisque finalement, il y a ce nouveau produit. La même démarche, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 3 étapes. Le fait de transférer sur le père, ça répond à son besoin, parce qu'il pourrait avoir une rente avec le contrat père, comme il l'a sur le contrat Madelin. En revanche, la particularité, c'est qu'il a un contrat Madelin qui a été souscrit en 2008. Les contrats Madelin qui sont souscrits avant 2012, lorsqu'on est un homme, bénéficient d'une table de mortalité qui est plus favorable et qui va générer une rente supérieure aux rentes qu'on va désormais avoir, puisque maintenant on est sur une table femme qui est moins favorable. Et donc, du coup, le fait de passer de l'un à l'autre va lui faire perdre, je vous ai mis dans l'exemple, 12% de rente annuelle. Dans le premier cas, il va avoir le contrat Madelin avec 5 947 euros. Dans le deuxième, 5 243 euros avec le père. Donc, on le voit, c'est 700 euros de perdu par an s'il avait transféré sur son contrat père. Du coup, alors je vois qu'il y a des questions, je pense que je les relirai après et on les prendra. Merci François. On les prendra à la fin. L'idée, c'est que là, je vous ai synthétisé un petit peu certaines hypothèses. Il n'y a pas toutes les hypothèses. Vous avez par exemple, vous avez des contrats à la concurrence, nous on n'en a pas, mais qui ont des tables garanties à l'adhésion en termes de mortalité, des tables de mortalité. Et donc là, si vous transférez sur les nouveaux contrats, vous perdez ces tables de mortalité, puisque vous souscrivez un nouveau contrat. Donc attention, il faut véritablement faire une analyse des contrats, une analyse de la fiscalité. Il faut faire des simulations sur les rentes, parce que c'est là où vous verrez si effectivement la rente qui va être produite à l'issue du père ou la rente ou le capital que vous allez obtenir, effectivement, est plus ou moins favorable par rapport au contrat que vous avez. Donc ça, c'est hyper important. Je vous donne notre exemple aussi en termes de besoins. Si vous avez une personne qui veut acquérir sa résidence principale, qui n'était pas propriétaire de sa résidence principale 2 ans avant la retraite et qui a un PERP, eh bien, c'est plus intéressant de garder son PERP où vous aurez une taxation à 7,5 sur le capital plutôt que d'avoir un PER, le nouveau produit, où vous serez taxé à l'IR sur le montant. Donc, vous voyez, il y a des cas particulier, puisque vous avez la primo-accession pour le PERP, vous avez l'accession tout court pour le PER, mais avec une fiscalité qui va être plus lourde. Donc dans le tableau, ça reprend la démarche que je vous ai dite. Le besoin, toujours partir du besoin. Vous voulez quoi? Un capital, une rente, vous ne savez pas. Regardez les contrats dont vous disposez. Regardez les petites particularités. Je vous en ai mis quelques-unes, mais encore une fois, j'insiste parce que je ne voudrais pas qu'on prenne pour exhaustif l'intégralité des hypothèses. C'est est-ce qu'il y a une garantie de table? Est-ce que vous avez un besoin de primo-accession? Est-ce que vous avez la volonté d'une rente de sortir en capital, mais sur un petit montant? Est-ce que les 20% en capital du PERP, avec une rente, ça vous suffit? Parce que les 20% seront eux aussi à 7,5. Voyez. Donc, toutes ces hypothèses vont amener des réponses de oui, vous pouvez transférer, vous conservez. Souvent, vous pouvez conserver l'ancien contrat, ouvrez le nouveau pour vous ouvrir plus de souplesse, puisque vous avez cette sortie en capital, vous avez, on le verra tout à l'heure, de la fiscalité en termes de décès. Mais ce que je voudrais que vous reteniez du coup, c'est véritablement que le transfert, ce n'est pas automatique. Et c'est vrai que bien souvent, ce qu'on peut voir, c'est le nouveau produit, allez-y, transférez. Voilà. Alors du coup, je vais regarder les questions. Alors, il y a des questions dans le chat. Pardon, le capital. Alors, je vais essayer de remonter. Alors, je peux lire la première question, si le micro est branché. Donc, la première question, le capital correspondant à 100 euros de rente par mois est estimé à combien? Avec 100 euros par mois, avec une retraite à 65 ans, je disais c'est 35 000 euros max. J'ai mis 33 parce qu'après, si vous arrêtez de verser par exemple sur le contrat Madelin et qu'il est à 30 000 euros, bon, il va quand même continuer à avoir un petit peu d'intérêt. Donc du coup, ça laisse une petite marge. Le contrat sera mis en réduction et vous pourrez sortir en arrérage unique. Donc il faut se dire, voilà, le seuil, c'est autour de 35 000 euros sans réversion. Parce qu'après, si vous mettez des réversataires, le capital, lui, va être plus important. Parce que plus vous mettez si vous mettez un réversataire, forcément, l'assureur va devoir prendre en compte 2 risques. Donc ça fera un capital constitutif plus grand pour sortir en arrérage unique.
Autre question, l'alerte sur table de mortalité ne concerne que les hommes, ne concerne-t-elle que les hommes? Et oui, désolé, c'est que les hommes qui avaient une espérance de vie plus faible et donc, donc la rente est plus importante. Et c'est effectivement avant 2012 parce que c'est de là qu'il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui justement a mis fin à cette différence. Le transfert peut-il être partiel? Alors ça, c'est une question sur Le transfert peut-il être partiel? Pour moi, alors ce serait pour... je ne crois pas, mais pour moi, c'est vu que c'est le contrat, c'est toute l'APM qui va avec. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Je te passe la main. Est-ce que vous pouvez aussi les poser à l'oral si vous le souhaitez? Alors, une autre question sur la table de mortalité des hommes. Est-elle applicable même si les tables n'étaient pas garanties? En fait, alors je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je vais vous répondre quelque chose. Enfin, après, on pourra repréciser. Mais pour moi, en fait, vous vous embêtez pas sur est-ce qu'elle est garantie par garantie. C'est que dès lors que vous avez un contrat qui contractuellement a quelque chose de spécifique sur la table de mortalité, il faut faire une simulation. C'est par là que vous verrez et que vous pourrez illustrer vis-à-vis d'un client si effectivement cette table est plus ou moins intéressante. Donc de toute façon, il faudra faire une simulation. Il y a les tables hommes. Dans l'exemple que je vous ai pris, ce n'est pas une garantie, c'était le fonctionnement avant. Et vous avez d'autres contrats qui ont aussi contractualisé l'étape de mortalité dans le contrat. C'est encore autre chose. C'est pour ça que je vous disais, les caractéristiques des contrats, il faut les regarder parce que je ne les connais pas toutes. Et donc, du coup, le plus simple, c'est souvent de faire une simulation de rente. Alors, on a une autre question qui est en train d'arriver. Il n'y a pas de questions à l'oral. Vous pouvez aussi débloquer votre micro. Alors oui, une précision. Si la souscription a lieu avant 2012 par un homme, toujours sur les tables. Oui. Et du coup, ça veut dire que le contrat Madelin a été souscrit avant, oui. D'accord. Et ça dépend. En fait, il faudra faire une simulation, mais ça veut dire que là, la table homme est applicable. Et donc, elle est plus favorable. Donc, si vous voulez une rente, comme je disais tout à l'heure, la question se pose plutôt d'alimenter ce contrat-là si vous voulez une sortie en rente. C'est pour ça que, alors je ne l'ai pas dit, mais la question de transférer aussi, ce n'est pas une urgence absolue de maintenant. Ça peut aussi être quelque chose qui se pose, alors on pourra en parler, mais ça n'interdit pas d'ouvrir un contrat pair pour d'autres objectifs, d'autres besoins, et de garder les avantages pour plus tard. Je ne sais pas si on a un pair avec la sortie à 20% et la rente, peut-être qu'on peut garder le PERP et plus tard le transférer si vraiment on n'a plus besoin de ces 20% et qu'on veut tout en rendre. Tout est question pour moi, il faut faire des simulations et surtout, il faut savoir le besoin en amont. Sinon, c'est un peu répondre dans le vague, en fait. Ouais, pour compléter le propos, c'est sûr que dernièrement, j'accompagnais un client sociétaire qui avait un contrat Madelin avant 2012. Mais lui, sa problématique, ce n'était pas d'avoir de la rente à vie, c'est d'avoir du capital. Donc même s'il avait un super produit avant 2012, ce qui est premier, ce n'est pas le produit, c'est bien le sociétaire qu'on est là pour l'accompagner, le protéger. Donc effectivement, le conseil, ça a été plutôt de transférer vers le PER pour sortir en capital, pour qu'il puisse s'en servir de ce patrimoine au service de ses choix de vie. Donc c'est ça qui est le plus important dans toute réflexion. Il faut avoir bien sûr conscience de la fiscalité, du civil, de l'économique, mais le premier, c'est ce qui a été très bien dit par Samy, c'est vraiment, on part du besoin. C'est quoi le sujet aujourd'hui? C'est le patrimoine que vous avez acquis, il est là pour répondre à vos besoins, pour répondre à vos choix de vie, à vos préoccupations, la protection du conjoint, la retraite, la transmission, tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on sait où on va, on peut à ce moment-là voir comment on y va. Mais c'est un peu présomptueux de savoir comment on y va une fois qu'on ne sait pas où on va. C'est de la philosophie près de chez vous. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de continuer sur la fiscalité, la sortie en cas de vie. En cas de décès, ça sera repris par Samy tout à l'heure. Donc je vais illustrer mon propos en deux parties, rapide panel sur lequel on ne va pas s'arrêter trop longtemps,
parce que ça, c'est des choses classiques. Et surtout, je vais essayer de les illustrer par des exemples. Donc, comme vous le savez, fiscalité en cas de vie, il y a deux manières de sortir, capital ou rente. Quand c'est en capital, le capital est soumis à l'impôt sur le revenu et les intérêts au PFU de 30%, hein, 12,8 de fiscalité et 17,2 de prélèvements sociaux. Quand c'est en rente viagère, j'ai un abattement chaque année de 3 812 € et puis après, le reste est soumis à l'impôt sur le revenu. Autre petite chose que j'évoque rapidement, effectivement, avant de sortir, il faut savoir pourquoi on sort. Ce n'est pas parce qu'on peut sortir qu'il faut forcément sortir. Il faut savoir ce qu'on va en faire, parce qu'une fois que c'est là, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et une fois qu'on sait pourquoi, on peut se poser la question du comment et du quand. Hein, comment faire les bons choix? Le service, c'est bien au service de vos choix de vie et pas l'inverse. On parle du sociétaire et on met en place une stratégie. Bon, on va l'illustrer par des propos tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas trop. Ici, c'est vrai que les déblocages anticipés ont été augmentés grâce au PER. Donc, résidence principale, on l'a évoqué tout à l'heure, mais ce n'est pas gratuit. C'est l'impôt sur le revenu, donc ce n'est pas gratuit. Donc, c'est une aide, mais ce n'est pas non plus une niche fiscale. Donc, il faut juste en prendre conscience. Bon, après, les accidents de la vie, ce n'est pas un objectif en tant que tel, même si c'est effectivement, vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux. Bon, c'est plus subi que souhaiter une invalidité ou un décès. Ce n'est pas non plus extraordinaire, donc je ne m'attarde pas dessus. Des petits points effectivement importants. Ce n'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on doit sortir le PER tout de suite. Il y a vraiment deux possibilités. Quand je fais un cumul emploi-retraite, si j'ai un médecin devant moi qui fait un cumul emploi-retraite, qu'il a largement des revenus nécessaires et suffisants, est-ce que je sors du PER? Ce n'est pas certain. Voilà, la possibilité offerte n'est pas forcément une urgence absolue. Et après, quand on sort du PER, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, on peut sortir en rente, en capital, mixer les deux. On le verra tout à l'heure, illustré par des exemples concrets. J'espère que ça sera plus parlant. Juste quelques points importants. Donc ça, vous le savez déjà un petit peu, mais quelques points saillants. Effectivement, bon, on peut sortir en capital et en rente. C'est quoi les avantages, c'est quoi les limites? Bon, déjà, il faut savoir où on va pour savoir comment on y va. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je ne vais pas revenir 20 fois dessus. C'est vrai que quand on sort en capital, on peut utiliser librement son capital. Donc, on en fait ce qu'on veut. Liberté est donnée absolument. Donc, ça, c'est génial. On peut sortir en une fois ou de manière fractionnée sur 10 ans. Donc, ça, c'est pas mal. De l'autre côté, effectivement, je m'assure une rente à vie. Si je ne suis pas sûr d'avoir nécessairement suffisamment des revenus à vie, donc je vais peut-être pas jouer à sortir en capital, je vais peut-être plutôt prévoir le nécessaire, puis après on verra l'exceptionnel par ailleurs. Donc je m'assure une rente à vie pour moi et ma tendre épouse ou mon tendre époux qui est à côté de moi, qui assurera une reversion. Donc la protection du conjoint, c'est aussi pas mal là-dessus. C'est un bon moyen premier. Donc d'un côté, il y a chaque fois des avantages et des limites. L'avantage, quand je suis en capital, je suis sûr de toucher mon capital. Effectivement, de l'autre côté, si je meurs jeune, je n'aurai pas consommé tout, mais c'est le principe de la mutualisation. Hein. Je mutualise avec ceux autres sociétaires pour aussi générer des revenus à vie. Donc, on ne peut pas avoir tout inclus. Il y a forcément des avantages et des limites. L'inconvénient, effectivement, si j'ai du capital, je risque de tout consommer avant. Ce qui est certain, c'est que ici, ce n'est pas les mêmes objectifs. D'un côté, je peux me permettre de percevoir du capital et en faire ce que je veux. De l'autre côté, je dois assurer mes arrières en ayant des revenus quand même. C'est ça ce qui est important. Si je ne passe pas la zabette, ça n'a pas marché. Et donc, effectivement, il y a des petites différences qu'il faut savoir noter. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le capital, c'est soumis à l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas d'abattement de 10%, de 3 800 et quelques euros, donc ce n'est pas non plus monstrueux comme abattement. Les intérêts sont soumis au PFU 12,8 plus 17,2, ça je vous l'ai dit, vous le savez. De l'autre côté, j'ai l'abattement, c'est soumis à l'impôt sur le revenu. Donc on pourra le compléter. Donc effectivement, plus je suis lourdement taxé, plus la sortie en capital sera intéressante. Moins je suis lourdement taxé, plus la sortie en rente sera intéressante. Mais comme c'est dit en grand, en rouge, en lettres capitales, ce n'est pas déterminant pour choisir la route. Ce qui est déterminant, c'est savoir où vous voulez aller pour qu'on mette en place une stratégie adéquate. Je repars un peu dessus, mais c'est vraiment fondamental. Alors, il est sûr que souvent, parfois, on me dit qu'il y a une baisse de revenus à la retraite. Et c'est vrai, dans la réalité. Donc, il faut... l'urgence absolue, ce n'est pas de décaisser son PER tout de suite. Il faut mieux attendre un an. Si j'étais à une tranche de 41%, si je sors 100, ça me coûtera 41. Si j'attends l'année d'après, instant de raison, si je sors 100, ça ne me coûte que 30.
Bon, mine de rien, 11, c'est quand même pas mal de l'avoir dans sa poche. Si on a la capacité de faire autrement, si effectivement je n'ai pas d'argent et je suis obligé de liquider, bah, écoutez, on ne va pas vous laisser à la rue. Mais généralement, on peut quand même essayer de raisonner le décaissement. Là, voilà, je vous propose de partir sur un exemple. Alors, un sociétaire, Dr Martin, qui a 430 000 € sur son PER, donc il est bien fourni. Il souhaite sortir en capital. Il n'a pas besoin de rente, il n'a pas besoin de revenus, il en aura suffisamment pour lui et sa tendre épouse, donc tout va bien. Donc l'idée, voilà, on va essayer de lui dire comment est-ce qu'on pourrait sortir au mieux en capital. Là, ici, pourquoi pas, son objectif, c'est de protéger son conjoint et transmettre à ses enfants. Donc là, effectivement, le conseil patrimonial, ça va peut-être être de lui dire, écoutez, monsieur Martin, docteur Martin, ces 430 000 €, ben, il vous en restera que 287, mais ces 287 000 €, on va pouvoir les réinvestir sur un contrat d'assurance vie, en travaillant un peu la clause bénéficiaire en démembrement, le conjoint sera usufruitier, les enfants seront nus propriétaires, et ça sera un bon conseil. Voilà. Maintenant, comment ça se passe? Eh bien, écoutez, instant de raison, ces 430 000 € qu'on va décaisser en une fois, c'est quand même du revenu exceptionnel. C'est du revenu qu'on peut soumettre au quotient. Pourquoi? Par sa nature, c'est quand même, c'est pas tous les jours qu'on décaisse un PER, et par son montant, 430 000 €, c'est aussi exceptionnel. Donc, plutôt qu'il soit taxé à 41% sur ces 430 000 € et que ça lui coûte bon an mal an 164 000 €, ben, on va jouer sur le quotient, puisqu'on va présumer du fait qu'il est à la retraite, il sera une taxation de 30%. Donc avec le quotient, plutôt de payer 164 000 € d'impôts, ben, il ne payera que, c'est au milieu, 133 000 €. Ça, c'est sur le capital. Et sur les intérêts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 30 000 € sont soumis au PFU, donc 30%, donc c'est 9 000 €. Donc quand on fait une calcul très simple, 430 moins 42 000 est égal à 287 000 €. Donc, c'est ce qu'il a dans sa poche. Et cet argent est là pour être utilisé à bon escient. Là, sa volonté, c'était de protéger son épouse et de transmettre à ses enfants dans le cadre de l'assurance vie, tout en s'assurant un peu de souplesse en cas de nécessité, notamment de la prévoyance, etc. Puisqu'on sait que l'assurance vie est un produit caméléon. On peut l'adapter à tous ses choix de vie. Ici, voilà. Bon. Ce même monsieur Martin, il se dit pourquoi pas, j'ai pas besoin de cet argent tout de suite, je peux me permettre de le sortir sur 10 ans, ce qui va me permettre de mon contrat d'assurance vie de le laisser valoriser sur un temps plus long, donc économiquement d'aller chercher un peu plus de performance dans la durée et de m'assurer mes premiers plaisirs, mes premières dépenses, parce qu'on sait qu'à la retraite, il y a 3 moments. Un moment, on se fait plaisir, on fait des voyages, etc. À un moment donné, ça devient un peu plus compliqué. Et puis la fin de vie ou la dépendance, c'est aussi coûteux, mais c'est moins excitant, comme on dit. Donc c'est fameux 43 000 € qu'il va sortir chaque année. Il va lui rester dans sa poche 30 000 €. Et donc, il va payer 12 900 € de fiscalité au titre de l'impôt sur le revenu sur le capital des 40 000 €, 12 000 €, et au titre des intérêts, les 3 000 €, 900 €. Donc là, on va se permettre de faire un rachat sur 10 ans et qu'il puisse l'utiliser pour se faire plaisir et pour aussi, pourquoi pas, faire des donations, parce qu'on sait souvent que quand on part à la retraite, c'est aussi le moment où on met un peu les choses au clair. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je donne et comment j'avance dans la vie. Si on fait un petit match, partons de l'exemple où M. Martin avait le choix entre les deux, je sors en une fois ou je sors en 10 fois. Là, on voit que l'exemple de 10 fois est plus intéressant. Pourquoi il est plus intéressant? Donc, l'économie d'impôt sur 10 ans, c'est 13 000 €. Donc, c'est pas en une fois, mais c'est 13 000 € par an, avec aussi le fait que cet argent qu'on a laissé dans le PER, on a pu le laisser valoriser, soit sur les unités de compte qu'on a, soit sur l'excellent fonds d'euros aussi qu'on a à disposition. Donc c'est aussi à prendre en compte. Mais on voit que le coût fiscal d'un côté, je ressors en une fois, c'est 33% et l'autre, c'est 30%. Pourquoi? Je ne vais pas dans le détail, mais pour faire très simple, dans le quotient, effectivement, il y aura une partie qu'on pourra taxer à 30, sort en une fois, et l'autre partie en 41. En plus, là, on a été sympa, on a considéré que M. Martin était marié, donc il n'y avait pas de CEHR, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui aurait rajouté un petit coup d'impôt en plus s'il était célibataire. Voilà, donc c'est intéressant de se poser les bonnes questions. Et encore une fois, le driver, pardon d'être un peu lourd là-dessus, c'est vraiment qu'est-ce qu'il veut en faire. Et c'est vraiment là notre
notre vocation à la MASSF, c'est déjà de savoir ce qu'il fait de son argent avant de savoir comment on va le sortir. Alors, quelques points d'attention. Il faut quand même l'avoir à l'esprit. À tout moment, il est possible, si j'ai volonté de sortir sur 10 ans et que j'ai besoin de cet argent en une fois, on peut demander le paiement du reliquat en one-shot le moment opportun. Donc ça, c'est bien, ça laisse un peu de souplesse. On ne peut pas, effectivement, quand on est en fractionné, rachat fractionné, donc sur 10 ans dans l'exemple que je vous ai donné, ce n'est pas modulable, on ne peut plus faire de reversement. Et enfin, je ne vais peut-être pas m'appesantir dessus parce que je pense que Samy, tu reviendras après dessus. Effectivement, la question du PER après 70 ans, c'est un peu plus douloureux parce qu'effectivement, ça peut être dans les droits de succession pour une partie. Donc on verra cette limite, mais je fais simplement du teasing pour laisser cette partie à Samy Berial après. Il y a aussi un autre exemple que je n'ai pas traité, et c'est l'exemple d'Isabelle, qui est chirurgien dentiste, qui a 65 ans, qui, toute sa vie, à la sueur de son front, a pu disposer à 65 ans d'un beau PER de 300 000 €. Elle est célibataire, il n'y a pas vraiment de sujet de transmission, mais elle a deux éléments prépondérants. Elle souhaite s'assurer un revenu quand même, parce que la décroissance, c'est bien, mais il faut quand même un petit peu de revenu pour vivre. Et elle souhaite aussi se couvrir contre potentiellement de la dépendance ou aussi se faire plaisir. Qu'est-ce que je fais si je n'ai rien à côté ? Donc là, grâce à ce système où je cumule d'un côté le capital, 100 000 € et je cumule une rente, j'ai ce qu'on appelle quelque chose qui est pas mal, où je vais m'assurer globalement 51 000 € de revenus. Là, vous voyez 47 288 € parce qu'on a déjà fait l'abattement au titre des pensions. Donc on a 51 000 €. Elle s'est assurée 51 000 € de revenus tout au long de sa vie. Donc ça, c'est bien. Donc elle a pu avoir ce revenu tout au long de sa vie, cette sécurité qui est importante pour nos sociétaires. Ce qui va lui coûter quand même chaque année 8 000 € d'impôts, donc c'est pas gratuit, mais bon, rien n'est gratuit. Elle se sort une première année 100 000 € en capital, qu'elle va pouvoir replacer par exemple dans un contrat d'assurance vie, ce qui va lui permettre de peut-être se servir pour faire un beau voyage ou s'assurer ses vieux jours si malheureusement la dépendance aidante, ça serait plus compliqué. Et donc là-dessus, sur ces 100 000 €, on va considérer que c'est aussi du revenu exceptionnel par sa nature et par son montant. Donc au lieu d'être taxé à 41%, on va le taxer à 30%. Donc là-dessus, effectivement, pour Isabelle, ça sera plutôt la bonne nouvelle aussi. C'est comment je réponds à mes choix de vie en prenant le meilleur choix. Alors, un petit, juste pour nous mettre en éveil, alors il faut prendre toujours les chiffres avec des pincettes parce qu'il faut faire attention aux chiffres par ailleurs. Un petit match, alors on est d'accord, le PER, ça reste un produit à tunnel quand même si on a un peu ouvert les brèches, c'est quand même un produit à tunnel, donc ce n'est pas l'assurance vie, ce n'a pas la même vocation. Je n'ai pas demandé au PER de financer les études de mes enfants, je peux demander beaucoup de choses, mais tout ce que propose l'assurance vie, le PER ne peut pas y répondre, c'est quand même un produit fait pour la retraite. Et donc c'est dans ce cadre-là que c'est intéressant. Mais néanmoins, il ne faut pas le négliger, parce que c'est quand même intéressant. Ce docteur de 40 ans, grâce à la déduction fiscale, il va pouvoir donner un coup de boost à sa valorisation de patrimoine, qui est important. Il y a 3 phases dans la vie: création de patrimoine, valorisation de patrimoine, et puis gestion de patrimoine. Je vois ce que j'ai, je vois comment j'utilise. Il a 40 ans, il a 25 ans devant lui, parce qu'il paraît que les retraites maintenant, ça va être 65 ans, donc il a un peu de temps. Il aura un effort d'épargne dans les deux cas de 201 €, mais d'un côté, il a la carotte fiscale qui va l'aider, puisqu'il est à 41%. Donc il avait à investir chaque mois 341 €. L'investissement net après gain fiscal, c'est 201 € dans les deux cas. Et au bout de 25 ans, si je lis bien, d'un côté j'ai 173 000 €, de l'autre côté j'ai 102 000 €. Étant entendu, attention, c'est pour
quelqu'un qui neutralise 41%. Pour 30%, j'ai les chiffres, c'est moins important forcément, hein. Et donc, in fine, après déduction fiscale de tout l'impôt à payer, une hypothèse de TMI à la retraite de 30%, d'un côté, j'ai 121 000 euros et de l'autre côté, j'ai 90 000 euros. Donc c'est pour ça, pour mettre un peu les choses au centre, c'est quand même aussi un produit intéressant pour valoriser son patrimoine. Et comme on dit quand on est en période de valorisation de patrimoine, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc c'est important de savoir utiliser tous les leviers en ayant conscience de toutes les limites des produits les uns par rapport aux autres. Voilà, j'arrive à la fin de ce propos. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, il y a eu des questions Ah. dans le chat, notamment sur l'âge de sortie. Donc, alors, y a-t-il un âge limite pour sortir du PER, comme pour La le PER? réponse, c'est non. Mais il y a des comptes. Enfin, il faut avoir conscience. Si on sort après 70 ans, je ne vais pas parler de cette partie-là parce que je laisserai la partie à Sabi. En cas de décès, il y a quand même des impacts. Donc, il faut juste faire attention. Il peut y avoir différentes stratégies de ce point de vue-là. Il faut les regarder avec bienveillance, mais il faut juste en prendre conscience. Non, il n'y a pas de limite. Alors, l'âge de sortie maximum peut-il être contractuel? Alors là, chez nous, ça ne l'est pas, mais... Je ne vois pas pourquoi un assureur le ferait, mais non. Dans mon sens, non. Non. Bon. Y a-t-il un préavis pour sortir d'un PER? Combien de semaines ou de mois? Entre le moment où on le demande et le moment où on a les capitaux 3. 3 mois. Non. J'ai pas en tête. Il faudrait que là je reprenne. Non, mais c'est le rendez-vous surtout d'abord. Oui, c'est ça. Enfin, pour moi, il n'y a pas de préavis contractuel. Après ça, la sagesse, comme il y a des choix à faire, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Oui. Mais une fois qu'on sait exactement ce qu'on veut faire, qu'on a tous les justificatifs sur le fait qu'on est effectivement à la retraite par rapport au régime obligatoire, c'est chez nous aussi rapide qu'un rachat d'assurance vie, quoi. Donc, et les dates de valorisation. Oui, les dates de valorisation, enfin, c'est réalisé en moins d'une semaine, quoi, de toute façon. Ok, donc, généralement, on essaie de réfléchir avant pour ne pas être pris au dépourvu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je n'en vois aucune dans la conversation, mais peut-être quelqu'un qui veut prendre la parole. Il y a peut-être une question en train d'arriver. Surtout, il ne faut pas oublier que c'est un produit retraite. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus, même si ça offre d'autres possibilités. Bon, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Ah, si, une nouvelle. En cas de décès de l'assuré, les intérêts de l'année en cours sont-ils versés aux bénéficiaires? Mais je vais peut-être laisser... c'est un bon passage de transition. En fait, c'est la totalité de ce qui est sur le contrat qui est versé aux bénéficiaires. Oui, en fait, comme tout produit relevant de l'assurance vie, sur la partie fonds en euros en cours d'année, il y a un taux forfaitaire qui est défini et qui a des contraintes réglementaires par rapport à ce que l'on peut servir en cas de sortie anticipée avant la fin de l'année. Et donc, ce taux forfaitaire depuis quelques années est à zéro parce que les contraintes réglementaires sur le TME obligent de le mettre à zéro, interdit aux assureurs de prendre un engagement entre guillemets de taux garanti, même infra-annuel en fait. Si les taux remontent, il reviendra, on pourra le remettre à des taux légèrement positifs, mais il est de toute façon inférieur au taux qui est finalement servi en fin d'année. Donc, je dirais, si les taux remontent, il y a un rendement qui est servi à la famille en cas de décès en cours d'année, mais il n'est pas, bien sûr, du niveau du rendement qui n'est connu qu'en fin d'année avec le rendement de l'actif, avec le rendement de l'actif correspondant. Alors, je crois qu'il y a une question sur les passerelles entre l'assurance vie jusqu'en 2023, doublement des abattements jusqu'en 2023 sur assurance vie PER. Alors,
C'est effectivement une opportunité. Faut juste regarder pourquoi on le fait, en vue de quoi on le fait, et si c'est pour retirer d'un contrat d'assurance vie qui marche bien pour aller avoir un PER, donc faut juste remettre les choses dans leur contexte. Et l'intérêt que j'y vois, c'est que ça permet de sortir de peut-être de contrats un peu voie de garage qu'on aurait, qui seraient plus intéressants fiscalement, qui ne seraient pas intéressants économiquement, sortir à meilleure fortune. Mais pour moi, je vois, enfin, je peux laisser. C'est pas ça qui, enfin, c'est pas une opportunité absolument à saisir. Faut mieux pour cotiser dans un PER, se servir de ce fonds de roulement. C'est la vocation plus du PER d'accueillir de cela. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Ouais. Non, enfin, ouais. Après, il faut dépasser l'abattement, faut doubler l'abattement déjà, sinon c'est pas intéressant. Bon, peut-être pour des petites opérations, pour purger un petit peu, mais c'est pas, enfin voilà, ça peut pas être la stratégie qui guide le père. Après, il y aura la déduction sur cette somme, c'est sûr, au niveau du père. Mais comme dit François, c'est un plus, c'est pas le cœur de la constitution de l'épargne retraite. Du coup, je propose qu'on enchaîne avec la dernière partie, Samy. Ok. Donc sur la dernière partie, on va parler donc de la transmission. Est-ce que, comme tout à l'heure sur le transfert, on a dit que le transfert c'était pas automatique, et est-ce que le père peut être un outil de transmission? Alors, il n'a pas été forcément conçu pour ça, mais on va voir dans certains cas, puisque j'aime bien qu'on prenne les contre-pieds un petit peu des idées reçues, que dans certaines hypothèses, il peut s'avérer être un outil, non pas de transmission, mais en tout cas un outil qui permet de... Il faudrait que je trouve un synonyme à transmission, mais pour... je vois pas d'autre... Pour transmettre à certaines personnes un capital dans des conditions assez favorables. Donc avant de faire ça, on va faire le même fonctionnement tout à l'heure. On va regarder un petit peu les règles de fonctionnement, pour voir de quoi on parle. On va faire un petit match aussi entre l'assurance vie et le PER, puisque c'est quand même le produit phare en termes de transmission et de stratégie de transmission. Et on illustrera pour voir dans quelle hypothèse, finalement, le PER peut un peu damer le pion à l'assurance vie. Sur les principes, puisqu'on nous a posé des questions, ça fonctionne un peu comme l'assurance vie. C'est-à-dire que l'épargne retraite que vous allez constituer sur un PER, elle ne fait pas partie de la succession, et donc elle ne suit pas les règles de dévolution successorale, de réserve, enfin, ce que vous connaissez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, vous êtes dans le régime, je dirais, de détermination des bénéficiaires comme dans l'assurance vie. Donc, vous déterminez librement le bénéficiaire de votre contrat PER. Vous avez la possibilité, selon les contrats, de déterminer si vous allez transmettre une prestation ou un capital. J'aurais tendance à dire qu'avant, sur les Madelins et les PER, c'était une rente. Sur le PER, ce qui est maintenant plus intéressant et ce que souhaitent plus souvent quand même les bénéficiaires, c'est plutôt du capital. La fiscalité, particularité qu'il faut avoir en tête, très importante, elle est déterminée non plus en fonction de la date de vos versements, ce qui est le régime fiscal de l'assurance vie, des PERP et des Madelins, mais elle est déterminée selon l'âge que vous aurez à votre décès. Donc tout de suite, on pointe du doigt quelque chose qui est hyper embêtant, et notamment François, je pense ça en termes de détermination de stratégie avec un client, c'est que quand on parle d'outils de transmission, on parle d'un environnement stable, c'est-à-dire vous avez des paramètres fixes qui vont vous permettre de déterminer quelle est la meilleure solution. Là, la particularité du PERP, c'est que vous avez un élément qui est indéterminable, enfin indéterminé, c'est l'âge auquel vous décéderez. Et donc du coup, pour établir une stratégie, c'est pas forcément... Enfin, ce n'est pas l'outil adapté. En revanche, on va le voir en défensif, c'est un outil qui peut avoir des avantages en termes de transmission. Sur le fonctionnement, juste des petits rappels. La fiscalité d'un capital pour le PER se détermine donc selon que vous avez 70 ans ou pas à votre décès. Si vous décédez avant 70 ans, eh bien le capital sera soumis, ou la valeur constitutive de la rente, à la taxation qui existe pour les assurances avant 70 ans, c'est-à-dire jusqu'à 152 500 €, vous n'avez pas de fiscalité et il y a autant d'abattements qu'il y a de bénéficiaires. Et au-delà, vous avez une taxation à 20 ou 31,25%. Je vous ai mis les conditions en dessous, mais gardez en tête qu'il y a une taxation au-delà de 152 500 €.
Donc c'est un régime plutôt, c'est le régime favorable de l'assurance vie. Après 70 ans, vous êtes sur un abattement global de 30 500 € par assuré et donc plus par bénéficiaire. Donc ça, c'est déjà moins bien. C'est pour ça que François disait, après 70 ans, c'est un peu moins bien. Et les droits de succession sont faits en fonction du lien de parenté. Juste une précision qui est importante et qu'on oublie, c'est que dans l'assurance vie, après 70 ans, le régime est favorable parce que vous allez exonérer de droits de succession les intérêts qui vont être générés. C'est-à-dire qu'entre 70 ans et 90 ans, ou même 100 ans si on veut vivre longtemps, tous les intérêts que vous allez générer sont exonérés de droits de succession. Donc vous passez de 100 000 à 200 000, eh bien on va vous taxer au niveau de la succession que 100 000, après l'abattement de 30 500. Avec le père, la difficulté, c'est que vous ne serez pas taxé sur 100 000, mais sur 200 000, puisque dans la rédaction, ils ont ajouté les intérêts dans l'assiette de succession. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la fiscalité de transmission, le père est moins intéressant que l'assurance vie d'un point de vue de ses modalités de calcul. Pour répondre à la question, donc, est-ce que ça en fait un outil de transmission? Toujours la même démarche que je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'identifier les besoins, très important, parce que selon les personnes que vous voudrez protéger, on va le voir tout de suite dans l'exemple, le père peut s'avérer être un outil de transmission efficace. Il faut aussi voir votre patrimoine, les contrats dont vous disposez, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, vu que le surplus va être soumis aux droits de succession, il faut que vous ayez en tête la fiscalité en termes de succession que vont subir vos héritiers pour voir le taux auquel ils vont être soumis en cas de décès. Et enfin, la fiscalité, c'est effectivement dérouler cette succession jusqu'au bout pour voir le coût effectif que ça va faire. Alors, on a pris un exemple qui, pour moi, je trouve, qui est assez illustrant pour voir en quoi le père, on n'aurait pas le réflexe de se dire, bah, tiens, ça peut être utile en termes de transmission. On est sur l'hypothèse suivante, monsieur, madame qui a souscrit donc un contrat père et un contrat d'assurance vie. Elle a son conjoint, des enfants, et dans ses objectifs, on va le voir après, elle a mis en place, durant toute sa vie, une épargne sur un père et une assurance vie. Et l'idée, c'est de voir comment, en déroulant tout ça, on a plus en transmettant avec le contrat d'assurance vie ou avec le père. Donc, dans mon exemple, elle a versé 100 000 €. Je précise tout de suite que dans le cadre du père, elle n'a pas réellement versé 100 000 €, puisque finalement, elle était soumise à une tranche marginale à 41%. Elle a pu déduire. Donc, réellement, ces 100 000 € lui ont coûté que 59 000. Mais pour faire simple, on reste sur 100 000 € dans les deux, dans l'exemple. On va prendre pour hypothèse que ce contrat a généré 80 000 et quelques d'intérêts. Et donc, au final, on se retrouve en capital à la fin au décès avec 180 000 €. Elle a décidé de déterminer que c'était son conjoint qui devait être protégé parce qu'il a eu plus de difficultés, sa carrière a été hachée. Bref, il a un besoin de complément de revenus si elle devait disparaître. Et donc, elle a décidé de le mettre bénéficiaire. Au niveau des droits à payer, il n'y en a pas, puisque vous savez que le conjoint est exonéré. Dans l'hypothèse de l'assurance vie, vous allez avoir des prélèvements sociaux sur les intérêts qui ont été générés, puisque vous savez que sur le contrat d'assurance vie, vous avez des intérêts en cas de rachat, au couru tous les ans ou au décès. Dans mon cas, ils sont de 13 924 €, ce qui fait qu'en net perçu par son conjoint, il va toucher 167 000 € pour 100 000 € versés. Dans le cadre du père, vous n'avez pas les prélèvements sociaux en cas de décès. Et rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle a déduit 41 000 €. Là, à la différence de lorsque vous sortez en rente, par exemple, eh bien, à la sortie, vous n'avez pas la taxation. Ce qui fait que pour un effort réel d'épargne de 59 000 €, à la sortie, on a transmis 180 954 € au conjoint. Donc en fait, je le dis en provocation, le contrat d'assurance vie, ce n'est pas automatique. Ça reste, on ne va pas se leurrer, hein, le produit phare pour organiser sa transmission. Mais c'est juste pour vous montrer, comme tout à l'heure sur les autres exemples, que ce n'est pas si évident et que ça nécessite de se poser des questions avant de se dire que tout de suite, d'instinct, le contrat d'assurance vie, c'est la solution pour la transmission. Alors, j'attire votre attention sur un point qui est important, c'est que c'est pas une stratégie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le contrat de retraite est fait pour la retraite.
Ce n'est pas une stratégie non plus, puisque je vous disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas déterminer l'âge du décès. Donc c'est un peu compliqué à piloter. Et c'est plutôt des réflexions qu'il faut avoir au moment de la retraite. Ce n'est pas des réflexions, vous n'avez pas souscrit un père en vous disant « oui, eh bien, tiens, à la fin, ça servira à la transmission ». Parce que si on est dans cette démarche, la limite avec le caractère abusif de faire ce type de démarche, puisque là, vous voyez qu'on n'est plus dans l'objectif de vous protéger pour vous constituer un revenu, on est plus dans l'objectif d'une transmission. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir ce genre de réflexion naturellement, c'est-à-dire vous, quand vous ouvrez votre contrat pair, ce contrat pair, à un moment, vous avez un bilan avec un expert patrimonial ou un conseiller. Est-ce que vous avez besoin de ce capital? Est-ce que vous n'avez pas besoin de ce capital? Est-ce que vous avez d'autres contrats qui optimisent votre transmission ou pas? Est-ce que vous voulez protéger votre conjoint? Bref, c'est absolument nécessaire. Moi, j'insiste beaucoup sur ce rendez-vous lorsqu'on arrive à la phase de liquidation du contrat pair. Parce que dans certaines hypothèses, vous pouvez aboutir à avoir des transmissions qui peuvent être plus intéressantes. Voilà ce que je voulais remercier. Je vous remercie. Je crois qu'on a fini. S'il y a des questions, je suis en train de voir. Alors, on va peut-être comment le temps, là déjà, on est un peu à la limite de notre temps, donc une petite conclusion rapide de Guillaume, et après on prend les dernières questions pour ceux qui peuvent rester quelques minutes de plus. C'est vrai qu'il y a la question de Mireille Weinberg sur laquelle je vais rebondir un petit peu sur donc sa question, est-ce que la table garantie sur les anciens contrats de 2012 et dans tous les cas, est-ce qu'on peut dire dans tous les cas qu'à ce moment-là, faut y aller? Malheureusement, non. On peut pas dire quelque chose d'aussi simple parce que effectivement, la rente va être lancée de manière avantageuse. En revanche, suivant la gestion financière de l'assureur qui porte cette rente, elle aura plus ou moins de chances d'être valorisée à l'avenir. Donc même si elle est lancée avec un taux technique qui fait qu'elle est avantageuse, si l'assureur gère mal son actif ou sert mal les rentiers, elle ne sera jamais revalorisée. Alors qu'elle peut partir avec un taux technique nul sur un PER chez un bon assureur qui gère bien ses actifs financiers et qui va lui revaloriser ensuite. Donc, je disais, ça peut-être être un sujet qui peut vous intéresser pour un prochain atelier que l'on vous montre sur un certain nombre de scénarios, comment peut évoluer une rente et peut-être pour casser, je dirais, la mauvaise image de la rente qu'a la rente aujourd'hui, comme les taux sont encore très bas, les gens considèrent ce qu'ils ont comme rente à sa mise en place et n'anticipent pas du tout une revalorisation qui pourtant, peut avoir lieu dans pas mal de situations. Il y a juste une question sur les prélèvements sociaux. En cas de décès, il n'y a pas de prélèvements sociaux sur le père. C'est ça l'avantage. Donc, en fait, du coup, il n'y a pas cet effet. L'assurance vie, vous avez, je vous disais, des prélèvements sociaux ocourus sur l'euro. Vous avez des prélèvements sociaux en cas de rachat. Et si tout ça, ça n'a pas été prélevé suffisamment, entre guillemets, vous avez le reliquat en cas de décès. Sur le père, vous n'avez pas de prélèvements sociaux en cas de décès. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, en deuxième élément que je voudrais partager avec vous pour la conclusion, donc là on est rentré dans pas mal de détails sur des cas qui j'espère vous ont intéressé. Après, il faut pas oublier sur le père individuel, enfin comme sur les autres contrats, la qualité des profils et la qualité des fonds en euros. Donc je rappelle qu'à la MACSF, on a servi sur le père individuel de 10 net comme sur le produit d'assurance vie. Donc c'est quelque chose d'assez unique. Mais avec les profils à horizon, ça ne suffit pas à bien comparer les contrats. Donc je pense que et pour le moment, c'est très difficile du coup de comparer les contrats, mais je pense qu'il faudra
qu'il faudra qu'ensemble on trouve des solutions pour ces comparaisons. Donc, on a déjà reçu de certains journalistes des questions par rapport à la rémunération annuelle par rapport à certains profils, par rapport à certaines personnes, à tel âge, si j'ai choisi tel profil, combien j'ai eu cette année. Mais ça suffit pas, c'est un produit de long terme, donc il faut qu'on imagine d'autres solutions en comparant sur des scénarios sur plusieurs années. Donc j'ai tel âge, je suis sur le produit, sur le contrat depuis tant, j'ai versé régulièrement tant par an, combien j'ai aujourd'hui, et poser la même question à différents assureurs pour faire les vraies comparaisons. Donc c'est un autre sujet sur lequel on pourra certainement échanger à l'avenir. Et puis bien sûr, on est ouvert à toutes vos demandes. On n'a certainement pas pensé à tous vos besoins. Et puis encore merci de votre présence, d'avoir pris du temps pour échanger avec nous. Il y a juste, avant de terminer, peut-être on peut prendre une dernière question, de nouveau de Mireille Wimberg, sur, en cas de décès, vous dites que le père n'est pas une stratégie, mais c'est top avant 70 ans et c'est top après, sans prélèvements sociaux. Alors, peut-on l'envisager pour transmettre et faire des retraits pour sa retraite sur son assurance vie? Oui. Alors, ça dépend à qui on veut transmettre déjà, parce que là, je vous ai pris le conjoint qui est exonéré de droits de succession, c'est la première chose. C'était volontaire pour vous dire, voilà, en effort de protection du conjoint. La deuxième chose, c'est que je vous dis, une stratégie, et François pourra compléter, c'est très difficile d'établir une stratégie si vous avez un paramètre comme la date du décès qui est totalement incertain. C'est-à-dire que la fiscalité, ça va être différente selon que vous décédez avant ou après 70 ans. Donc la partie sympa, c'est avant 70 ans, mais vous n'êtes pas certain que vous soyez dans la partie avant 70 ans. Alors qu'avec l'assurance vie, eh bien, vous savez quand est-ce que vous versez, donc vous savez si vous êtes soumis à 990, alors à l'abattement de 152 500 ou pas. François. Ce que dit... D'un point de vue. Mais ce qui est dit est vraiment important parce que, chouette, très bien, on décède après 70 ans, exonération totale, pas de prélèvements sociaux. Mais si l'objectif c'était aussi de protéger les enfants, c'est-à-dire qu'au décès du conjoint, ça tombe totalement dans la succession. Donc il y a une taxation, donc c'est différent. Là, il faut juste bien noter que l'exonération est liée aussi au fait de la loi TEPA, que le conjoint étant exonéré, donc c'est extraordinaire. Ça serait les enfants qui seraient bénéficiaires, mais ça tomberait à 30, 40, 45%, j'en sais rien. Donc ça serait plus coûteux. Donc tout cela, voilà, faut le mettre en lumière avec la vraie stratégie et ce qu'on veut faire. Voilà, exactement. Donc, mais c'est vrai que le côté exonération de prélèvements sociaux pour le PER est un avantage. Il n'en demeure pas moins que, pour ma part, l'assurance vie est le produit phare pour transmettre au mieux et surtout avoir un maximum de souplesse. On peut tout faire. On peut faire des clauses, enfin on est assez bon là-dessus à la MACSF, on peut faire des clauses à tiroir, on peut faire des clauses d'aimant prêt, on peut vraiment tout faire et ajuster au millimètre près ce qu'on peut faire au travers d'un contrat d'assurance vie dans une fiscalité qui est acquise à partir du moment où les versements ont été faits avant 70 ans ou la date du contrat. Donc c'est beaucoup moins incertain qu'un PER, mais ça n'engage peut-être que moi. Non, c'est pareil. Très bien, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, déjà, je vois qu'on a largement dépassé notre temps. Donc, il me reste à vous remercier tous de vos questions et de votre participation. Et écoutez, on vous enverra peut-être un petit questionnaire pour vous demander les sujets qui vous intéresseraient pour de futurs ateliers avec nos experts. Merci encore et bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci.